Archives de l'hôpital Saint-Gabriel, Lyon, 1847-1853. Dans la bruine persistante d'un matin de novembre 1847, le docteur Charles Dumont traversa la cour pavée de l'hôpital Saint-Gabriel, ses pas résonnant contre les façades austères de l'établissement. L'horloge du clocher venait de sonner 6 heures, et le brouillard qui enveloppait Lyon ce jour-là semblait avoir pénétré jusqu'au couloir de l'institution. « Monsieur Dumont !» l'interpella la sœur Augustine, religieuse responsable de l'aile Est. « Nous vous attendions. Le cas dont je vous ai parlé, la situation s'est aggravée durant la nuit. Le médecin, récemment nommé à la tête du département de médecine interne, après des études remarquées à Paris, suivit la religieuse à travers le dédale de corridors aux murs de pierre froide. L'odeur caractéristique d'éther et de phénol imprégnait l'air, masquant à peine celle de la maladie. « Cette patiente, comment l'avez-vous dit qu'elle s'appelait ?» demanda-t-il en ajustant ses lunettes à monture d'acier. « Mademoiselle Beaumont, Marisol Beaumont, admise il y a 17 jours exactement, le 28 octobre. » précisa la sœur en consultant un registre relié de cuir sombre. Amenée par son oncle, monsieur Henri Beaumont, après qu'elle ait été trouvée inconsciente dans leur demeure de Croix-Rousse. Le docteur Dumont s'arrêta devant la porte de la chambre numéro 17. Qui s'est occupé d'elle jusqu'à présent? Le docteur Laurent, principalement. Victor Laurent. Charles Dumont hocha la tête pensif. Laurent était un médecin compétent, mais curieusement distant ces derniers temps. Leurs échanges, autrefois fréquents lors des consultations communes, s'étaient raréfiés ces derniers mois. Et vous dites que son état s'est détérioré sans explication apparente? Exactement. Docteur Laurent pensait à une fièvre cérébrale, puis à une forme d'hystérie. Mais ces symptômes, ils ne correspondent à aucun tableau clinique que nous connaissons. La porte s'ouvrit sur une chambre individuelle, privilège rare réservé aux patients issus de familles aisées ou aux cas nécessitant un isolement. Une jeune femme gisait sur un lit étroit, sa peau d'une pâleur cadavérique contrastant avec ses cheveux d'un noir profond étalés sur l'oreiller. Ses poignets étaient attachés au montant du lit par des lanières de cuir, une pratique que Dumont désapprouvait généralement mais qui parfois s'avérait nécessaire. « A-t-elle des convulsions ?» demanda-t-il en s'approchant. « Sporadique, mais ce n'est pas ce qui nous inquiète le plus », répondit la religieuse en baissant la voix. « C'est son comportement entre les crises. Elle parle de choses qu'elle ne devrait pas connaître, des formules, des procédés chimiques anciens, et parfois dans un français archaïque que même le père Mornay a du mal à comprendre. » Charles observa attentivement la patiente, Marisol Beaumont, 19 ans selon le dossier que lui tendait maintenant la sœur Augustine. Issue d'une famille de négociants en soie, orpheline de mère depuis l'enfance, élevée par son père jusqu'à son décès récent en juin 1847. Depuis, elle vivait sous la tutelle de son oncle paternel. Y a-t-il des antécédents de troubles mentaux dans sa famille? Aucun signalé par monsieur Beaumont. Le médecin sortit son stéthoscope et ausculta la jeune femme. Son pouls était faible mais régulier, sa respiration superficielle. Ses pupilles, lorsqu'il souleva délicatement ses paupières, étaient dilatées malgré la lumière de la bougie que tenait la religieuse. A-t-elle pris des substances? Laudanum, belladone. Le docteur. Laurent a écarté cette possibilité. Mais, insista Dumont en remarquant l'hésitation de la sœur. Cette nuit, elle a eu un moment de lucidité. Elle m'a saisi le bras et m'a dit « Il me tue à petit feu ». Pour le secret. Un silence pesant s'installa dans la chambre, seulement troublé par la respiration de la patiente. A-t-elle précisé qui était ce « il » ? Non, docteur. Elle est retombée dans son état actuel immédiatement après. Charles Dumont examina méticuleusement les bras de la jeune femme, notant de légères marques au pli du coude gauche, comme des points d'injection répétés, inhabituels pour un traitement standard de l'époque. « Montrez-moi ses effets personnels », demanda-t-il finalement. La sœur Augustine le conduisit vers une petite commode près du lit. Un tiroir contenait une robe soigneusement pliée, celle que portait probablement Marisol lors de son admission, des bas de soie, et un petit nécessaire de toilette en argent gravé aux initiales MB. En soulevant délicatement la robe,
Charles sentit quelque chose de dur cousu dans la doublure. Avec précaution, il décousit quelques points et en extirpa un objet qui le fit froncer les sourcils. Un médaillon en argent noirci de forme octogonale, gravé de symboles complexes qu'il ne reconnut pas immédiatement. Au verso, des initiales et une date, JLC 692. « Saviez-vous qu'elle possédait ceci ?» demanda-t-il en montrant l'objet à la religieuse. « Non, docteur. La couturière de l'hôpital a préparé sa robe pour le blanchissage, mais n'a rien signalé de particulier. » Charles empocha discrètement le médaillon. « Je vais étudier son cas plus en détail. Veuillez consigner précisément tout changement dans son état et, une chose importante, ne mentionnez à personne que j'ai trouvé cet objet, pas même au docteur Laurent. »« Bien, docteur, » acquiesça la sœur, visiblement troublée par cette demande inhabituelle. En quittant la chambre, Charles Dumont sentait le poids du médaillon dans sa poche. Un pressentiment inexplicable lui soufflait que cet objet était au cœur du mystère entourant Marisol Beaumont. Et si l'institution qu'il servait avec dévotion depuis des années cachait des pratiques bien plus sombres que ce qu'il imaginait? Dans les jours qui suivraient, il allait découvrir à quel point la médecine pouvait parfois s'éloigner de son serment le plus sacré. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Bibliothèque municipale de Lyon, section des manuscrits anciens, 14 novembre 1847. Le crépuscule tombait sur Lyon lorsque Charles Dumont pénétra dans la salle des archives de la bibliothèque municipale. 5 jours s'étaient écoulés depuis sa première rencontre avec Marisol Beaumont, 5 jours durant lesquels l'état de la jeune femme avait oscillé entre des phases de torpeur profonde et des épisodes d'agitation intense pendant lesquels elle marmonnait des formules incompréhensibles. « Monsieur Dumont, quelle surprise de vous voir ici !» l'accueillit Maurice Devreux, conservateur des archives historiques. « Vos recherches vous éloignent habituellement peu de la faculté de médecine. L'investigation médicale emprunte parfois des chemins détournés, mon ami, » répondit Charles, en serrant la main du vieil homme aux lunettes épaisses. « Je m'intéresse aujourd'hui à l'histoire d'un certain Jacques Lafont Clément, un alchimiste, semble-t-il, actif à la fin du XVIIe siècle. » Le visage du conservateur s'éclaira d'une lueur de curiosité. « JLC, un personnage fascinant, quoique peu documenté. Suivez-moi. » Ils traversèrent des couloirs interminables bordés d'étagères, croulant sous le poids des registres et manuscrits. L'odeur de papier ancien et de poussière imprégnait l'air, rappelant à Charles les longues heures passées dans les bibliothèques durant ses études. « Voici, » dit finalement Devreux, en s'arrêtant devant une section peu éclairée. Les documents relatifs aux sciences occultes et à l'alchimie pratiquée à Lyon entre 1650 et 1700. Peu d'historiens s'y intéressent, mais la ville a connu une activité non négligeable dans ce domaine avant que les autorités ecclésiastiques ne mettent fin à ces pratiques. Charles examina méticuleusement les registres que lui présentait le conservateur. Plusieurs mentions de Jacques Lafont Clément apparaissaient dans les rapports de police de l'époque. Né en 1642, fils d'un apothicaire, formé à Montpellier puis à Padoue, revenu à Lyon vers 1670, où il avait acquis une demeure sur les hauteurs de la Croix-Rousse. « A-t-on une idée précise de l'emplacement de sa résidence ?» demanda Charles, une suspicion grandissante s'emparant de son esprit. « Certainement, » répondit Devreux, en déroulant un plan ancien de la ville. « Ici, à l'angle de ce qui est aujourd'hui la rue des Fantasques et la montée de la Grande Côte. Un bâtiment a été construit sur ses fondations vers 1780, je crois. » Charles sentit un frisson parcourir son échine. L'adresse correspondait précisément à celle de la demeure des Beaumont, là où Marisol avait été trouvée inconsciente. « Qu'est-il advenu de lui ?» s'enquit-il, s'efforçant de masquer son trouble. « Une fin mystérieuse », murmura Devreux comme s'il partageait un secret. En 1792, il fut accusé d'hérésie et de pratiques démoniaques par un rival, le médecin Philippe Montrachet. Avant son arrestation, Clément aurait détruit la plupart de ses travaux, ne laissant que 3 médaillons contenant prétendument des indices sur ses découvertes les plus importantes. Charles sortit discrètement de sa poche le médaillon trouvé dans la robe de Marisol et le présenta au conservateur. Comme celui-ci, les yeux de Devreux s'écarquillèrent derrière ses lunettes. « Grand Dieu !»
Où avez-vous trouvé cela? Cela a-t-il une importance particulière? Le vieil homme ajusta nerveusement sa cravate. Ces médaillons font partie des légendes de notre ville, docteur. On raconte que Clément avait découvert un procédé alchimique révolutionnaire, quelque chose qui transcendait les simples transmutations de métaux, une formule liée à la prolongation de la vie, peut-être même à son essence même. Des superstitions, balaya Charles d'un geste, bien que l'état de Marisol Beaumont suggéra qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ces récits. Peut-être, concéda Devreux, mais suffisamment importante pour que plusieurs érudits aient consacré leur vie à rechercher ces médaillons. Le dernier en date était incertain. Victor Laurent, interrompit Charles, une pièce du puzzle se mettant soudain en place dans son esprit. Le conservateur cligna des yeux, surpris. « Comment le savez-vous »« Une simple intuition », répondit évasivement Charles. « Ce Laurent, que savez-vous de lui? Un médecin, je crois. Il est venu consulter nos archives à plusieurs reprises ces 2 dernières années, particulièrement intéressé par les écrits de Clément et ses contemporains. Un homme, intense, obsessionnel, dirais-je. » Charles remercia Devereux pour son aide, promettant de revenir s'il avait besoin d'informations supplémentaires. En quittant la bibliothèque, il sentait le poids du médaillon dans sa poche, mais plus encore celui d'une terrible suspicion. De retour à son modeste appartement de la presqu'île, il examina plus attentivement le médaillon sous la lumière d'une lampe à huile. Les symboles gravés lui semblèrent maintenant plus clairs après sa visite aux archives. Des formules alchimiques simplifiées, des proportions, des symboles planétaires associés à certains métaux. Charles sortit de son secrétaire un carnet de notes relié de cuir brun et y consigna méticuleusement ses découvertes de la journée. Si ses soupçons s'avéraient fondés, Victor Laurent n'était pas simplement un médecin négligent, mais un homme prêt à sacrifier une patiente pour satisfaire une obsession séculaire. Le lendemain matin, arrivant plus tôt que d'habitude à l'hôpital Saint-Gabriel, Charles se dirigea directement vers le bureau des admissions. Sous prétexte de vérifier des informations administratives, il consulta le registre des visites aux patients. Comme il le craignait, le docteur Laurent avait rendu visite à Marisol Beaumont presque quotidiennement, souvent en dehors des heures habituelles de consultation. Plus troublant encore, les visites coïncidaient avec les aggravations de l'état de la jeune femme signalées par la sœur Augustine. En se rendant dans la chambre de Marisol, Charles fut surpris d'y trouver Laurent lui-même, administrant une injection à la patiente toujours inconsciente. « Confrère », salua froidement Charles, « je ne m'attendais pas à vous voir ici si tôt. » Laurent, un homme de haute stature aux cheveux poivre et cils coupés courts, rangea précipitamment sa seringue. « Dumont, on m'a informé que vous vous intéressiez à ce cas. Une simple hystérique. Rien qui mérite votre attention, j'en ai peur. Puis-je savoir ce que vous lui administrez ?» demanda Charles en s'approchant du lit. « Un mélange de ma composition, calmant et fortifiant à la fois. Elle souffre de crises convulsives, comme vous le savez peut-être. » Charles observa le teint cireux de Marisol, ses veines bleuâtres saillant sous sa peau diaphane. Des symptômes qui évoquaient davantage un empoisonnement progressif qu'une affection naturelle. « Je souhaiterais prendre en charge ce cas personnellement », déclara-t-il, d'un ton qui n'admettait pas de refus. « Avec votre permission, bien entendu, en tant que médecin l'ayant admise initialement. » Un éclair de contrariété traversa le regard de Laurent, rapidement masqué par un sourire professionnel. « Comme vous voudrez, j'ai d'autres patients qui requièrent mon attention. Je vous laisse mon dossier sur Mademoiselle Beaumont. » Il déposa un mince dossier sur la table de chevet et quitta la pièce d'un pas raide, non sans avoir jeté un dernier regard à la patiente. Dès que la porte se referma, Charles s'empara du dossier et l'examina. Il était étonnamment succinct pour une patiente hospitalisée depuis près de 3 semaines. Les notes de Laurent mentionnaient des crises d'hystérie, des délires à contenu ésotérique et prescrivaient divers traitements conventionnels, saignées, cataplasmes et des injections calmantes dont la composition n'était pas détaillée. Charles sortit de sa poche une petite fiole en verre et, avec précaution, récupéra quelques gouttes du liquide restant dans la seringue abandonnée par Laurent. Il faudrait qu'il analyse ce contenu dans le laboratoire de l'hôpital. Soudain, les doigts de Marisol s'agitèrent faiblement.
Ses paupières frémirent et s'ouvrirent, révélant des yeux d'un bleu intense, mais voilés par la souffrance. « Mademoiselle Beaumont ?» murmura Charles, en se penchant vers elle. « M'entendez-vous » Les lèvres desséchées de la jeune femme s'entr'ouvrirent. Sa voix n'était qu'un souffle à peine audible. « Le médaillon, il le cherche. Ne le laissez pas. On terminé. » Charles serra doucement sa main. « Qui, mademoiselle? Qui vous fait cela ?» Mais déjà, les yeux de Marisol se refermaient, son corps retombant dans l'inertie de l'inconscience. Charles resta immobile quelques instants, son esprit médical rationnel luttant contre l'évidence qui s'imposait à lui. Un de ses confrères, un homme ayant prêté le serment d'Hippocrate, empoisonnait délibérément une patiente pour un objectif aussi obscur qu'obsessionnel. En quittant la chambre, il croisa le regard inquisiteur de la sœur Augustine. « Elle a parlé », annonça-t-il simplement. « Et je crains que ce qu'elle a dit ne confirme mes pires soupçons. » La vérité commençait à se dessiner, aussi sombre et toxique que le contenu de la seringue de Laurent. Une vérité que l'institution médicale elle-même pourrait chercher à étouffer pour préserver sa réputation. Laboratoire de l'hôpital Saint-Gabriel, Lyon, 16 novembre 1847. La lumière blafarde de l'aube filtrait à peine à travers les fenêtres étroites du laboratoire lorsque Charles termina son analyse. Après 2 nuits passées à étudier le contenu de la seringue de Laurent, il avait enfin identifié les composants du mélange. Un dérivé d'arsenic, de la belladone et une substance qu'il ne parvenait pas à déterminer avec certitude. Peut-être un extrait de champignon rare. Une combinaison létale à long terme, murmura-t-il en notant ses conclusions dans son carnet. Administrée à petite dose, elle provoque exactement les symptômes observés chez mademoiselle Beaumont. Charles se frotta les yeux, épuisé. Sa découverte confirmait ses pires craintes. Laurent empoisonnait délibérément sa patiente. Mais pourquoi ? Le médaillon et les archives suggéraient une obsession pour les travaux de l'alchimiste Clément. Mais cela justifiait-il un tel crime? Un bruit de pas dans le couloir le fit sursauter. Il rangea précipitamment ses notes et la fiole compromettante dans sa sacoche médicale. « Docteur Dumont, vous êtes là depuis l'aube. » La voix du docteur. François Mérieux, directeur de l'hôpital, résonna dans la pièce exiguë. « Une analyse urgente, monsieur le directeur. » répondit Charles en s'efforçant de paraître calme. « Concernant la patiente Beaumont, je présume, Laurent m'a informé que vous aviez. Comment a-t-il dit? Usurpé sa prise en charge. » Charles sentit son cœur s'accélérer. « J'ai proposé mon assistance, étant donné la complexité du cas. » Mérieux, un homme corpulent à la barbe poivre et sel, soigneusement taillé, l'observa avec suspicion. « Laurent est un médecin respecté dans cet établissement depuis 15 ans, Dumont. Vos accusations voilées sont graves. »« Je n'ai formulé aucune accusation, » se défendit Charles, surpris que Laurent ait déjà pris les devants. « Vraiment ? Demander l'analyse des traitements d'un confrère sans son consentement n'est-il pas une forme d'accusation ?» Mérieux s'approcha, menaçant. « Saint-Gabriel ne tolère pas les conflits internes, Dumont. Ils nuisent à notre réputation. » Charles comprit alors l'ampleur du problème. La réputation de l'institution primait sur la vérité, même si cela signifiait sacrifier une patiente. « Monsieur le directeur, avec tout le respect que je vous dois, mon devoir est envers les malades, pas envers notre réputation. Votre idéalisme est touchant, mais déplacé, » trancha Mérieux. Laurent reprendra la charge de mademoiselle Beaumont dès aujourd'hui. Quant à vous, je vous suggère de vous concentrer sur vos propres patients. Charles sentit la colère monter en lui, mais la contint. Et si je peux prouver que le docteur Laurent administre délibérément des substances toxiques à cette patiente? Mérieux se figea, ses yeux rétrécissant dangereusement. Une accusation d'une telle gravité, sans preuves irréfutables, détruirait votre carrière, Dumont. Est-ce vraiment la voie que vous souhaitez emprunter? La menace était à peine voilée. Charles comprit qu'il ne trouverait pas d'alliés au sein de l'institution. Il hocha simplement la tête et quitta le laboratoire, l'esprit en ébullition. Au lieu de se rendre à ses consultations habituelles, il se dirigea vers la Croix-Rousse, déterminé à inspecter la demeure des Beaumont. L'oncle de Marisol, Henri Beaumont, accueillit sa visite avec une surprise mêlée de méfiance. « L'état de ma nièce s'améliore-t-il, docteur ?» demanda-t-il, après avoir fait entrer Charles dans un salon austère aux meubles massifs.
J'aurais quelques questions concernant les circonstances de son malaise, répondit Charles, évitant soigneusement de révéler ses soupçons. Beaumont, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère, parut mal à l'aise. Elle a été trouvée inconsciente dans sa chambre. Rien de plus à dire. Avait-elle découvert quelque chose d'inhabituel dans cette maison récemment? Un objet ancien peut-être? Le regard de l'oncle se durcit. Que cherchez-vous exactement, Dumont? La vérité sur ce qui a rendu votre nièce malade, répondit franchement Charles. Saviez-vous que cette maison a été construite sur les fondations de la demeure d'un alchimiste du XVIIe siècle? Un tic nerveux agita la joue de Beaumont. Des superstitions. Cette maison appartient à ma famille depuis 3 générations. Puis-je voir la chambre où Marisol a été trouvée? Après une hésitation, Beaumont le conduisit à l'étage. La chambre de la jeune femme était modestement meublée, un lit, une armoire, un secrétaire près de la fenêtre donnant sur le jardin en contrebas. Elle passait beaucoup de temps ici à lire ou à écrire, expliqua l'oncle, visiblement pressé d'en finir avec cette visite. Charles examina méticuleusement la pièce. Rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'il remarque une légère irrégularité dans le plancher près du secrétaire. S'agenouillant, il découvrit une latte de bois mobile. « Qu'est-ce que » commença Beaumont, mais Charles avait déjà soulevé la planche, révélant une cavité contenant un petit coffret en bois noirci. À l'intérieur, un carnet relié de cuir portant la date 1692 et les initiales JLC. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture serrée et de diagrammes complexes. « Le journal de Jacques Lafont-Clément » murmura Charles. « Elle l'a trouvé. Je vous prierai de partir maintenant » ordonna sèchement Beaumont. « Ces objets appartiennent à ma famille. »« Ces objets pourraient expliquer l'état de votre nièce » rétorqua Charles en se relevant, le journal toujours en main. « Je dois l'emporter pour l'étudier. »« Impossible !» s'exclama l'oncle en tentant de saisir le carnet. Dans le bref affrontement qui suivit, une page se déchira partiellement, révélant un dessin identique au médaillon que Charles avait trouvé dans la robe de Marisol. « Vous saviez !» accusa Charles. « Vous saviez pour les médaillons et le journal. » Le visage de Beaumont se décomposa. Laurent m'avait assuré qu'elle se rétablirait, qu'il s'agissait d'une simple réaction au choc de la découverte. Laurent est venu ici avant l'hospitalisation de Marisol? Il s'intéresse à l'histoire de cette maison depuis des années, admit Beaumont, résigné. Quand Marisol a découvert ces objets, je l'ai informé. Il m'a offert une somme considérable pour les acquérir, mais elle refusait de s'en séparer. Puis, elle est tombée malade. Charles serra les poings, contenant sa colère. Il ne s'agit pas d'une maladie, monsieur Beaumont. Votre nièce est empoisonnée, délibérément par le docteur Laurent. L'oncle blêmit. Mon Dieu, est-ce possible? Ah, j'en ai la preuve, affirma Charles. Mais l'hôpital refuse d'agir. Je dois emmener Marisol loin de Laurent, et ce journal pourrait contenir des informations cruciales pour la sauver. Après un moment de réflexion, Beaumont acquiesça lentement. Prenez-le et sauvez ma nièce. De retour à l'hôpital, Charles fut accueilli par l'agitation inhabituelle du personnel. La sœur Augustine l'intercepta dans le hall, son visage habituellement impassible marqué par l'inquiétude. « Docteur Dumont, nous vous cherchions partout, c'est mademoiselle Beaumont. » Son état s'est brusquement aggravé après la visite du docteur Laurent. Charles se précipita vers la chambre 17, le cœur battant. Laurent, visiblement, avait décidé d'accélérer son sinistre processus. En poussant la porte, il découvrit Marisol en proie à des convulsions violentes, sa peau marquée de taches violacées, caractéristiques d'un empoisonnement aigu à l'arsenic. « Qu'a-t-il fait » murmura-t-il en commençant immédiatement les premiers soins. Pendant les heures qui suivirent, Charles lutta pour stabiliser l'état de la jeune femme, administrant les antidotes connus contre l'arsenic et la belladone. Progressivement, les convulsions s'espacèrent, mais Marisol restait inconsciente, son pouls faible et irrégulier. La nuit tombée, épuisé mais déterminé, Charles s'installa au chevet de sa patiente pour étudier le journal de Clément. Les formules alchimiques dépassaient ses connaissances, mais certains passages évoquaient clairement des propriétés toxiques de substances créées par l'alchimiste et leurs antidotes. À la lueur tremblotante de la bougie, le médecin comprit enfin l'obsession de Laurent. Clément
prétendait avoir découvert un élixir capable de prolonger considérablement la vie humaine, et les 3 médaillons contenaient les proportions exactes des ingrédients nécessaires à sa préparation. Une quête d'immortalité, murmura Charles avec amertume, pour laquelle il est prêt à sacrifier une vie innocente. Un léger mouvement attira son attention. Les yeux de Marisol étaient ouverts, son regard étonnamment lucide. « Il revient chaque nuit », chuchota-t-elle d'une voix rauque, « pour achever son œuvre. Hôpital Saint-Gabriel, Lyon, 17-18 novembre 1847. Chaque nuit ?» répéta Charles, surpris par la soudaine lucidité de Marisol. La jeune femme tenta de se redresser, mais retomba aussitôt sur son oreiller, épuisée par ce simple effort. « Depuis que j'ai refusé de lui révéler l'emplacement des autres médaillons, » murmura-t-elle. Charles rapprocha sa chaise du lit. Le teint de Marisol avait légèrement repris des couleurs, mais les séquelles de l'empoisonnement étaient encore visibles dans ses yeux injectés de sang et sur sa peau marbrée. « Racontez-moi tout, mademoiselle Beaumont. Comment avez-vous découvert ces objets ?» Marisol tourna faiblement la tête vers la fenêtre où la lune projetait des ombres fantomatiques à travers les rideaux entr'ouverts. « Après la mort de mon père, j'ai commencé à explorer notre maison. Des pièces que je n'avais jamais visitées, des recoins oubliés. C'était une façon d'être encore proche de lui. » Sa voix s'éteignit un instant, puis reprit avec effort. « Sous une latte de plancher dans ma chambre, j'ai trouvé ce coffret. À l'intérieur, le journal et un médaillon. J'ai commencé à lire les écrits de Clément par simple curiosité, puis je me suis prise au jeu. Ses formules, ses observations, elles avaient une beauté étrange. Et Laurent, comment est-il entré dans l'histoire ? Mon oncle l'a invité pour dîner un soir, un ami de la famille, disait-il. Le docteur Laurent a remarqué des notes que j'avais prises sur le journal. Il s'est montré extrêmement intéressé, presque fiévreux. Il m'a proposé de m'aider dans mes recherches. » Marisol s'interrompit, secouée par une quinte de toux. Charles lui tendit un verre d'eau qu'elle but avidement. Je lui ai montré le journal, mais pas le médaillon. Quelque chose dans son regard m'avait mis en garde. Il est revenu plusieurs fois, insistant pour que je lui révèle si j'avais trouvé autre chose. Puis un jour, il m'a surprise avec le médaillon. Nous nous sommes disputés. Et je me suis senti mal peu après, très mal. Il a commencé à vous empoisonner, conclut Charles sombrement. À l'hôpital, il venait chaque nuit. Il m'injectait quelque chose, puis me posait toujours la même question. Où sont les 2 autres médaillons ? Charles fronça les sourcils. Les avez-vous trouvés ? Un faible sourire étira les lèvres pâles de la jeune femme. Non, mais le journal mentionne leur existence et leur emplacement, de manière codée. Laurent n'a jamais réussi à déchiffrer ce passage. Moi non plus, d'ailleurs. Le médecin sortit le médaillon de sa poche et le fit tourner entre ses doigts, pensif. Pourquoi une telle obsession ? Qu'espère-t-il trouver ? L'immortalité, souffla Marisol. Ou du moins, une prolongation significative de la vie. Clément prétendait avoir découvert une formule permettant de ralentir considérablement le vieillissement du corps humain. Les 3 médaillons, réunis, contiendraient les proportions exactes des ingrédients nécessaires. « Et il est prêt à tuer pour cela ?» murmura Charles, atterré par l'ampleur de la folie de son confrère. « Il reviendra », affirma Marisol, la peur assombrissant son regard. « Cette nuit même. » Charles serra doucement sa main. « Pas si je peux l'empêcher. Je vais vous transférer discrètement dans une autre chambre et... » La porte s'ouvrit brusquement, interrompant sa phrase. Le docteur Mérieux se tenait dans l'encadrement, l'expression sévère, accompagné de 2 infirmiers à la carrure imposante. « Docteur Dumont, » commença-t-il d'un ton glacial, « vous outrepassez vos fonctions de manière inacceptable. » « Monsieur le directeur, » répondit calmement Charles en se levant, « j'ai des preuves irréfutables que le docteur Laurent empoisonne délibérément cette patiente. Le contenu de sa seringue a été analysé par nos soins suite à vos insinuations, » coupa Mérieux. Il s'agit d'un composé sédatif parfaitement standard, quoique dans une concentration particulière adaptée à la condition de mademoiselle Beaumont. Charles secoua la tête, incrédule. C'est impossible. J'ai identifié clairement de l'arsenic et votre analyse est erronée, Dumont. Ou pire, falsifiée pour discréditer un confrère estimé. La terrible vérité frappa Charles.
L'institution tout entière conspirait pour protéger Laurent. Était-ce par solidarité professionnelle aveugle ou y avait-il d'autres intérêts en jeu? Les recherches de Laurent sur l'élixir de longévité profiteraient-elles à d'autres que lui? Mademoiselle Beaumont elle-même peut témoigner des injections nocturnes et des questions obsessionnelles de Laurent concernant les médaillons, insista Charles, désignant la jeune femme qui observait la scène avec terreur. Mérieux jeta un regard dédaigneux vers le lit. Une patiente délirante, diagnostiquée hystérique par un médecin compétent, ne constitue guère un témoignage fiable du Dumont. Et ceci, Charles brandit le journal de Clément. Les recherches de Laurent sur l'alchimie, son obsession pour l'immortalité, des divagations, trancha Mérieux. Laurent s'intéresse à l'histoire médicale, comme beaucoup d'entre nous. Rien de répréhensible. Les deux infirmiers s'avancèrent, menaçants. Mérieux ajusta ses lunettes d'un geste précis. « Docteur Dumont, vous êtes temporairement relevé de vos fonctions en attendant une évaluation de votre aptitude à exercer. Ces hommes vous escorteront hors de l'établissement. Vous ne pouvez pas, je le peux et je le fais, à moins que vous ne préfériez que nous examinions plus attentivement vos propres pratiques. Certains pourraient se demander pourquoi vous vous acharnez ainsi sur un confrère respecté, jalousie professionnelle. Ou peut-être avez-vous vous-même des intérêts dans ces recherches alchimiques? » La menace était claire. Charles comprit qu'il risquait non seulement sa carrière, mais potentiellement sa liberté. L'institution pouvait facilement retourner les accusations contre lui. « Je vous laisse le choix », poursuivit Mérieux. « Quittez cet hôpital maintenant, sans faire d'histoire, et cet incident sera oublié. Persistez, et vous pourriez vous retrouver dans une cellule de l'asile plutôt que devant un patient. » Charles regarda Marisol déchirée. L'abandonner signifiait la condamner, mais se faire arrêter ne l'aiderait en rien. « Docteur Dumont », murmura-t-elle faiblement. « Sauvez-vous et emportez le journal, il est la clé. » Après un instant d'hésitation douloureuse, Charles hocha la tête. Glissant discrètement le médaillon et le journal dans sa sacoche, il se dirigea vers la porte, encadré par les deux infirmiers. « Vous faites le bon choix », commenta Mérieux avec un sourire satisfait. « Laurent reprendra ce cas dès ce soir. Je suis certain que mademoiselle Beaumont retrouvera pleinement ses esprits sous sa supervision. » Experte. L'ironie cruelle de ces paroles poursuivit Charles alors qu'il quittait l'hôpital dans la nuit froide de novembre. La neige commençait à tomber, recouvrant Lyon d'un linceul blanc qui semblait symboliser l'étouffement de la vérité par le silence institutionnel. Plutôt que de rentrer chez lui, où Laurent ou ses alliés pourraient facilement le trouver, Charles se dirigea vers la modeste pension de la sœur Augustine, située à quelques rues de l'hôpital. La religieuse, malgré sa loyauté envers l'institution, avait toujours montré un attachement sincère au bien-être des patients. Elle l'accueillit avec surprise mais sans hostilité. « Docteur Dumont, que se passe-t-il ? Pardonnez cette intrusion tardive, ma sœur, mais j'ai besoin de votre aide. Une vie est en jeu. » Dans la petite chambre austère, éclairée par une unique bougie, Charles exposa la situation, l'empoisonnement délibéré de Marisol, l'obsession de Laurent, la complicité de Mérieux, le journal de l'alchimiste, tout. La sœur Augustine l'écouta en silence, son visage ridé trahissant une lutte intérieure entre sa fidélité à l'hôpital et son devoir moral. « Ce que vous décrivez est monstrueux, docteur, » dit-elle finalement. « Mais pourquoi le directeur protégerait-il de tels actes? Je l'ignore encore. Peut-être Laurent a-t-il promis de partager sa découverte? L'immortalité, ou même une simple prolongation de la vie, serait une tentation pour beaucoup d'hommes vieillissants. » La religieuse secoua la tête incrédule. L'immortalité, quelle folie! Notre temps sur Terre est déterminé par la providence divine. Pour Laurent, c'est manifestement un défi à relever, quitte à sacrifier une innocente, répondit Charles amèrement. Il reviendra cette nuit pour achever son œuvre. Marisol ne survivra pas à une dose supplémentaire de poison. La sœur Augustine se leva, résolue. Que puis-je faire? M'aider à la sauver. Je ne peux rentrer à l'hôpital sans être arrêté, mais vous, je pourrais la faire sortir, compléta la religieuse. Les gardes de nuit me connaissent bien. Si je prétends transférer une patiente vers l'hospice des incurables, ce serait risqué pour vous, avertit Charles. Un sourire serein éclaira le visage de la sœur. Mon devoir est envers Dieu et les malades, docteur Dumont.
pas envers les hommes qui pervertissent leur serment d'Hippocrate. Tandis que la religieuse retournait discrètement à l'hôpital, Charles étudia fébrilement le journal de Clément à la recherche d'indices sur les antidotes possibles aux poisons utilisés par Laurent. L'écriture archaïque et les symboles ésotériques rendaient le déchiffrage difficile, mais certains passages évoquaient clairement des méthodes pour contrer les effets toxiques des substances décrites. Vers minuit, des coups discrets retentirent à la porte. La sœur Augustine se tenait là, soutenant une Marisol tremblante, enveloppée dans une cape épaisse. « Dieu soit loué !» murmura Charles en les faisant entrer précipitamment. « Comment avez-vous réussi ? » « La Providence nous a assistés, » répondit simplement la religieuse. « Laurent n'était pas encore arrivé, et j'ai convaincu le garde qu'il s'agissait d'un transfert urgent ordonné par le docteur Mérieux lui-même. » Ils installèrent Marisol sur le lit étroit. Son état s'était encore détérioré. Sa respiration était laborieuse, ses lèvres bleuies par le froid et le poison. « Je dois préparer un antidote, » déclara Charles en sortant de sa sacoche les quelques instruments médicaux qu'il avait pu emporter. Le journal mentionne une combinaison de substances qui pourrait contrer les effets du poison. Pendant que la sœur Augustine veillait sur la jeune femme, Charles improvisa un laboratoire rudimentaire sur la petite table en bois. D'après le journal, l'antidote nécessitait des ingrédients communs, certaines herbes, du vinaigre concentré, de l'alcool pur, combinés selon des proportions spécifiques indiquées par les symboles gravés sur le médaillon. Travaillant avec une précision fébrile, guidé par ses connaissances médicales et les instructions cryptiques du journal, Charles prépara finalement une solution claire qu'il versa dans une petite fiole. « Cela devrait neutraliser les toxines », expliqua-t-il, en approchant le breuvage des lèvres de Marisol. « Si mes calculs sont exacts. » La jeune femme but docilement, grimaçant au goût amer. Pendant les heures qui suivirent, ils veillèrent à son chevet, observant avec espoir les signes progressifs d'amélioration. Sa respiration devenant plus régulière, la couleur revenant lentement à ses joues. À l'aube, Marisol ouvrit les yeux, son regard plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Ils ne s'arrêteront pas, » murmura-t-elle. « Laurent, Mérieux, ils nous traqueront. » Charles acquiesça gravement. « Je sais, c'est pourquoi nous devons quitter Lyon dès aujourd'hui. » De Lyon à Grenoble, 19-21 novembre 1847. L'aube peignait à peine le ciel de rose lorsque Charles, Marisol et la sœur Augustine quittèrent discrètement la pension. La neige qui avait recouvert Lyon durant la nuit offrait un avantage inattendu. Elle étouffait le bruit de leurs pas précipités dans les ruelles encore désertes. « La diligence pour Grenoble part dans 1 heure », chuchota Charles en soutenant Marisol, toujours affaiblie mais déterminée. « De là, nous pourrons rejoindre l'Italie. »« Êtes-vous certain que c'est nécessaire ?» demanda la sœur Augustine, le visage marqué par l'inquiétude. « Fuir comme des criminels. Nous sommes les victimes, ma sœur, mais pour l'institution, nous sommes devenus des menaces à éliminer, » répondit sombrement Charles. « Laurent et Mérieux ont trop à perdre si cette affaire éclate au grand jour. » Ils progressèrent lentement à travers la ville qui s'éveillait, évitant les grandes artères. Marisol, enveloppée dans un épais manteau emprunté à la religieuse, serrait contre elle une sacoche contenant le précieux journal et le médaillon. « Je ne devrais pas vous entraîner dans cette fuite, » murmura-t-elle à Charles. « Votre carrière, votre réputation. Ma carrière ne vaut rien si elle me force à fermer les yeux sur de telles abominations, » répliqua-t-il fermement. « Et puis, il y a des médecins partout, même en Italie. » Ils atteignirent finalement la gare des diligences, où régnait déjà une certaine animation. Charles acheta 3 billets pour Grenoble, utilisant une partie des économies qu'il avait retirées précipitamment de la banque à l'aube. « Nous devrions nous séparer pour attirer moins l'attention, » suggéra la sœur Augustine. « Je monterai en dernier. » Ils acquiescèrent et se dispersèrent dans la modeste foule de voyageurs. Charles installa Marisol dans un coin discret de la salle d'attente, puis alla surveiller les alentours, craignant à chaque instant de voir apparaître Laurent ou des hommes à sa solde. Au moment où la diligence fut annoncée, Charles sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna brusquement, prêt à se défendre. « Du calme, mon ami »
murmura Maurice Devreux, le conservateur de la bibliothèque. Je ne suis pas votre ennemi. Comment m'avez-vous trouvé? S'étonna Charles. La sœur Augustine est venue me voir tôt ce matin. Elle pensait que mes connaissances pourraient vous être utiles. Charles jeta un regard reconnaissant vers la religieuse qui observait l'échange de loin. Et elle avait raison. Peut-être, répondit Devreux en lui tendant discrètement un petit paquet. Ceci pourrait vous intéresser. Des documents concernant le cercle d'adeptes de Clément et l'implication de certaines familles lyonnaises dans ses recherches, notamment les ancêtres de notre cher directeur Mérieux. Charles écarquilla les yeux. Mérieux est lié à cette histoire. Son arrière-grand-père était un fervent disciple de Clément. La quête de l'immortalité est une tradition familiale, disons. Cela explique sa protection de Laurent, murmura Charles. Merci, Devereux. Le conservateur hocha gravement la tête. Faites bon usage de ces informations et méfiez-vous, l'influence de Mérieux s'étend bien au-delà de Lyon. Ils embarquèrent finalement dans la diligence. 6 places inconfortables dans un habitacle étroit qui sentait le cuir usé et l'humidité. Outre leur groupe, 2 autres voyageurs complétaient l'attelage. Un commerçant corpulent qui s'endormit presque immédiatement et une femme d'âge moyen aux traits sévères qui les observait avec une curiosité à peine dissimulée. Le voyage jusqu'à Grenoble promettait d'être long et chaotique. Charles en profita pour étudier les documents fournis par Devreux, tandis que Marisol, épuisée, somnolait contre son épaule. La sœur Augustine récitait silencieusement son chapelet, son regard occasionnellement tourné vers la route derrière eux, comme si elle s'attendait à être poursuivie. Les heures s'écoulèrent lentement au rythme des sabots des chevaux sur les routes enneigées. À mesure qu'ils s'éloignaient de Lyon, Charles sentait un poids se lever de ses épaules, mais une sourde inquiétude persistait. Les documents de Devreux révélaient l'existence d'une société secrète fondée après la mort de Clément, dédiée à poursuivre ses recherches sur l'élixir de longévité. La confrérie de l'Aube éternelle, comme elle se nommait, avait compté parmi ses membres plusieurs figures éminentes de la médecine lyonnaise à travers les siècles, dont la famille Mérieux. Ce n'est pas simplement l'obsession d'un homme, murmura Charles pour lui-même. C'est une conspiration qui dure depuis plus de 150 ans. La diligence s'arrêta dans une petite auberge à mi-chemin de Grenoble pour permettre aux voyageurs de se restaurer et aux chevaux de se reposer. Charles aida Marisol à descendre, constatant avec soulagement que ses forces semblaient revenir progressivement. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il alors qu'il s'installait à une table écartée dans la salle commune de l'auberge. « Mieux, répondit-elle avec un faible sourire. L'antidote fonctionne, je crois. Les tremblements ont presque disparu. La sœur Augustine revint de l'office où elle s'était informée de la suite du voyage. Nous repartirons dans 1 heure. Mais j'ai aperçu une autre diligence qui arrive de Lyon. Charles se raidit. Pensez-vous que... Je ne sais pas, répondit-elle, mais nous devrions rester vigilants. Ils terminèrent rapidement leur repas et se préparèrent à remonter dans la diligence lorsque Charles aperçut, à travers la fenêtre embuée de l'auberge, un visage familier descendre de la diligence nouvellement arrivé. « Laurent, souffla-t-il, il nous a suivis. » Marisol pâlit visiblement. « Comment nous a-t-il retrouvés si vite ?»« Le télégraphe, probablement, » répondit Charles. Il aura envoyé un message à toutes les stations de diligence des environs dès qu'il a découvert votre disparition. Sans hésiter, il entraîna Marisol et la religieuse vers l'arrière de l'auberge. Nous ne pouvons pas reprendre la diligence, il faut trouver un autre moyen de transport. Le propriétaire de l'auberge, un homme robuste aux favoris grisonnants, remarqua leur agitation. « Un problème, messieurs, dames ?» Charles hésita un instant, puis décida de tenter sa chance. Nous sommes poursuivis par un homme dangereux, un médecin qui a abusé de sa position pour nuire à cette jeune femme. L'aubergiste les examina attentivement, son regard s'attardant sur le visage pâle de Marisol et l'habit de la sœur Augustine. « Je vois, ma fille a été malmenée par un homme de science il y a quelques années. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Suivez-moi. » Il les conduisit à travers les cuisines jusqu'à une cour arrière où un jeune garçon s'occupait des chevaux. « François, attelle la carriole. Ces gens doivent rejoindre Vizille au plus vite. »« Vizille »
interrogea Charles. « À une vingtaine de kilomètres d'ici, en direction de Grenoble, expliqua l'aubergiste. Mon cousin y tient une forge. Il vous aidera à continuer votre route. La carriole n'est pas confortable, mais elle est rapide et prendra des chemins que la diligence ne suit pas. » Charles serra la main de l'homme avec gratitude. « Comment pourrions-nous vous remercier ? En vous assurant que ce médecin réponde de ses actes, un jour, répondit sombrement l'aubergiste. La justice des hommes ou celle de Dieu, l'une d'elles finit toujours par nous rattraper. Il partira précipitamment, blotti sous des couvertures dans la carriole rudimentaire conduite par François, un garçon d'une quinzaine d'années, au visage constellé de taches de rousseur. La neige avait recommencé à tomber, rendant leur progression plus difficile, mais effaçant aussi leurs traces. « Il ne nous lâchera pas facilement », murmura Marisol, tremblante de froid et d'appréhension. « Pas tant qu'il n'aura pas récupéré le médaillon et le journal, ou tant qu'il nous croira vivants », ajouta sombrement Charles. « Pour lui, nous sommes les seuls témoins de ces crimes. » La sœur Augustine, qui était restée silencieuse, prit soudain la parole. « Il y a peut-être un moyen de mettre fin à cette poursuite, si nous pouvions prouver publiquement ses actes. » « Avec quelles preuves ?» objecta Charles. « Ma parole contre celle d'un médecin respecté et d'un directeur d'hôpital influent, les traces de poison dans le corps de mademoiselle Beaumont s'estompent déjà grâce à l'antidote. »« Le journal ?» intervint Marisol. « Il contient non seulement les formules de Clément, mais aussi, j'y ai écrit mes propres observations. Les visites nocturnes de Laurent, ses questions, les symptômes que je ressentais après chaque injection. » Charles la regarda avec surprise. « Vous avez consigné tout cela ?» Quand j'avais encore la force d'écrire, oui, entre les pages du journal. J'espérais que quelqu'un le trouverait si je ne survivais pas. Cette révélation raviva leur espoir. Avec ces témoignages écrits, combinés aux analyses de Charles et potentiellement aux témoignages de la sœur Augustine, ils pourraient peut-être convaincre les autorités. « Nous devrons trouver un allié influent à Grenoble », réfléchit Charles. « Quelqu'un que la confrérie n'aurait pas corrompu. » Le journal mentionne un nom, se souvint soudain Marisol, un médecin qui s'était opposé aux pratiques de Clément. Son descendant pourrait-il? Un descendant du rival de Clément, murmura Charles, pensif. C'est une possibilité à explorer. La carriole s'engagea sur un chemin forestier étroit, les branches des sapins alourdis de neige, frôlant leurs visages au passage. Le jeune François maniait les rênes avec une dextérité surprenante pour son âge, guidant le cheval à travers des sentiers à peine visibles. « Nous y serons avant la tombée de la nuit », annonça-t-il par-dessus son épaule, « si la neige ne s'épaissit pas trop. » Alors qu'il traversait une clairière, un coup de feu retentit soudain, faisant sursauter le cheval. François tira violemment sur les rênes pour éviter que l'animal ne s'emballe. « À terre !» cria Charles, en plaquant Marisol contre le plancher de la carriole. Un deuxième coup de feu claqua, et cette fois, François poussa un cri de douleur en portant la main à son épaule. Charles se hissa rapidement à l'avant pour prendre les rênes, tandis que la sœur Augustine s'occupait du garçon blessé. « Tenez bon !» ordonna Charles en fouettant le cheval pour accélérer leur fuite. « Ce n'est pas Laurent qui tire, il nous veut vivants, du moins mademoiselle Beaumont. Ce doit être un homme à sa solde. » Ils s'enfoncèrent dans l'épaisseur de la forêt, le cheval galopant à présent à pleine vitesse sur le chemin sinueux. Les branches basses fouettèrent leur visage, mais personne n'osait se plaindre. Derrière eux, le bruit de sabots indiquait que leurs poursuivants ne renonçaient pas. « Là-bas !» s'écria soudain Marisol, en pointant du doigt une construction de pierre à moitié dissimulée entre les arbres. « Une cabane de forestier, peut-être ?» Charles dirigea la carriole vers cette cachette potentielle. La structure semblait abandonnée depuis longtemps, mais ses murs épais offriraient une meilleure protection que leur véhicule découvert. Ils s'y réfugièrent précipitamment, Charles portant presque Marisol, tandis que la sœur Augustine soutenait François. L'intérieur était poussiéreux et froid, mais un âtre éteint et quelques meubles rudimentaires indiquaient que l'endroit était occasionnellement utilisé. « La blessure n'est pas grave », diagnostiqua Charles après avoir examiné l'épaule du garçon. « La balle a simplement éraflé la chair. Qui sont ces gens ?»
gémit François, les yeux écarquillés de terreur. Des hommes prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, répondit sombrement Marisol. Et ce qu'ils veulent, c'est ceci. Elle sortit le médaillon et le journal de sa sacoche, les contemplant avec un mélange de fascination et de dégoût. Des objets pour lesquels ils sont prêts à tuer. Ce ne sont pas les objets eux-mêmes, corrigea Charles, mais ce qu'ils promettent, l'immortalité, le pouvoir sur la vie et la mort, une promesse pour laquelle certains hommes vendraient leur âme. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le crépitement de la neige contre les vitres sales de la cabane et le vent qui s'engouffrait dans les interstices des murs de pierre. Leur fuite venait de prendre un tournant bien plus dangereux. Ce n'était plus seulement leur liberté qui était en jeu, mais leur vie. Forêt entre Lyon et Grenoble, 21 novembre 1847, crépuscule. La nuit tombait rapidement sur la forêt. Le peu de lumière qui filtrait à travers les fenêtres opaques de la cabane s'estompant minute après minute. Charles s'activait près de l'âtre, tentant d'allumer un feu avec le peu de bois sec qu'il avait trouvé empilé dans un coin. « Nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps », murmura-t-il en soufflant doucement sur les brindilles qui commençaient à s'embraser. La fumée pourrait nous trahir. La sœur Augustine achevait de bander l'épaule de François avec des bandes déchirées de son propre jupon. Le garçon, pâle mais courageux, serrait les dents pour ne pas geindre. « Ils vont revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Probablement, » admit Charles, « mais la neige s'épaissit et la nuit sera complète d'ici peu. Cela nous donne quelques heures. » Marisol s'était assise près d'une petite table branlante, le journal de Clément ouvert devant elle. Ses doigts fins parcouraient les pages jaunies avec une familiarité née de longues heures de lecture. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, » dit-elle, brisant le silence oppressant. « Pourquoi Clément a-t-il dispersé ces médaillons? S'ils étaient si précieux, pourquoi ne pas les avoir gardés ensemble ?» Charles s'approcha, intrigué. « Que voulez-vous dire ? » Le journal mentionne qu'il a confié les clés à 3 gardiens fidèles. Je pensais qu'il s'agissait d'une simple précaution, mais... Elle tourna délicatement quelques pages jusqu'à un passage particulier. Ici, il écrit « La vérité divisée ne peut faire de mal, mais réunie sans sagesse, elle devient poison. » Comme s'il craignait sa propre découverte. Charles médita ces paroles, leur signification prenant soudain une dimension nouvelle. Et si l'élixir était effectivement dangereux? Si Clément avait découvert que l'immortalité avait un prix terrible? Cela expliquerait pourquoi il a codé ses instructions et dispersé les médaillons, approuva Marisol. Il voulait s'assurer que seuls ceux qui comprendraient pleinement les implications pourraient recréer sa formule. La sœur Augustine, qui avait écouté attentivement, intervint. « Si votre théorie est exacte, alors Laurent court après un rêve empoisonné. L'immortalité sans la bénédiction divine ne peut être qu'une malédiction. » Un craquement à l'extérieur les figea tous. Charles s'approcha prudemment d'une fenêtre, essuyant la condensation du verre avec sa manche. L'obscurité était presque complète désormais, mais il pouvait distinguer des silhouettes se déplaçant entre les arbres. « Ils nous ont trouvés, » chuchota-t-il. « Au moins 2 hommes, peut-être 3. » Marisol rangea précipitamment le journal et le médaillon dans sa sacoche. « Que faisons-nous » Charles évalua rapidement leurs options. La cabane n'avait qu'une entrée et des fenêtres trop petites pour permettre une évasion. Rester signifiait être piégé, mais sortir les exposerait aux tireurs. « Y a-t-il une cave ou un grenier » demanda-t-il à François, qui connaissait mieux la région. Le garçon secoua la tête. « Pas que je sache, mais... » Son visage s'éclaira soudain. « Les chasseurs utilisent parfois des caches dans le sol pour leurs provisions. Mon père m'a montré. » Il se leva, malgré sa blessure, et se dirigea vers un coin de la cabane, déplaçant un tapis élimé qui révéla une trappe grossièrement taillée. « Elle ne pourra pas tous nous contenir, » constata Charles en examinant l'ouverture étroite. « Mais mademoiselle Beaumont et le journal pourraient s'y dissimuler. »« Et vous abandonner? Jamais !» protesta Marisol. « Ce n'est pas vous qu'ils veulent, mais le médaillon et le journal, » rétorqua Charles. « S'ils les trouvent, peut-être nous laisseront-ils en paix. Ou nous élimineront-ils tous comme témoins gênants ?» objecta sombrement la sœur Augustine. Un nouveau craquement, plus proche cette fois, les interrompit. Charles prit une décision rapide. « François, tu connais la forêt, peux-tu courir jusqu'à Visil, chercher de l'aide ?»
Le garçon hocha la tête, les yeux brillants de détermination malgré la peur. « Voici ce que nous allons faire », continua Charles. « François va sortir par l'arrière pendant que je fais diversion à l'avant. Mademoiselle Beaumont et le journal se cacheront dans la trappe. Ma sœur, vous resterez visible comme si nous n'étions que deux. Avec un peu de chance, ils ne soupçonneront pas la présence de la cache. » Marisol s'apprêtait à protester à nouveau, mais le regard ferme de Charles la fit taire. « Si quelque chose nous arrive, vous serez notre dernière chance de révéler la vérité. » À contre-cœur, elle se glissa dans l'espace exigu de la cache, emportant le précieux journal. Charles gardait le médaillon, refusant de laisser Marisol porter tous les risques. « Que Dieu vous protège !» murmura la sœur Augustine, en aidant François à se faufiler par une fenêtre arrière à peine assez large pour son corps mince. Charles étouffa le feu naissant, plongeant la cabane dans l'obscurité presque totale. Seule la faible lueur de la neige, réfléchissant le clair de lune, permettait de distinguer les contours des objets. Ils attendirent, immobiles, le cœur battant. Dehors, les pas se rapprochaient, méthodiques. Puis, sans avertissement, la porte s'ouvrit violemment. « Je sais que vous êtes là », retentit la voix de Laurent, étrangement calme. « Inutile de vous cacher. » Charles, dissimulé dans l'ombre d'une armoire, observa son ancien collègue pénétrer dans la cabane, une lanterne à la main. Deux hommes robustes l'accompagnaient, l'un tenant un fusil, l'autre un bâton. La sœur Augustine, assise ostensiblement près de la table, leva la tête avec une dignité imperturbable. « Docteur Laurent, votre acharnement confine au sacrilège. »« Ma chère sœur, » répondit Laurent avec une courtoisie forcée, « je pourrais vous retourner l'accusation, aider des fugitifs, entraver le travail d'un médecin. Ce ne sont guère des actes chrétiens. Je sers Dieu en protégeant les innocents, » répliqua-t-elle fermement. « Ce que vous faites, en revanche, relève de l'orgueil luciférien. » Laurent balaya la pièce du regard, sa lanterne projetant des ombres mouvantes sur les murs. « Où sont-ils ? Dumont et la fille ? Le docteur Dumont est parti chercher de l'aide, » mentit la religieuse. « Quant à mademoiselle Beaumont, elle n'aurait pas survécu à cette course dans la neige. Nous l'avons laissée à l'auberge. » Un rictus déforma le visage de Laurent. « Vous mentez mal, ma sœur. Mes hommes ont vérifié l'auberge avant de suivre vos traces. Fouillons cet endroit, » ordonna-t-il à ses sbires. Charles choisit ce moment pour se montrer, sortant de l'ombre avec une assurance qu'il était loin de ressentir. « Me cherchiez-vous, Laurent ?» Le médecin se tourna vers lui, son visage s'éclairant d'un sourire malveillant. « Dumont ? Quelle surprise ! Déplaisante. Où est ta fille ? » « En sécurité, loin de vos poisons, » répondit Charles en s'avançant. « Tout comme le journal, d'ailleurs. » Laurent plissa les yeux. « Vous ne comprenez pas l'importance de ces recherches. L'élixir de Clément pourrait révolutionner la médecine, repousser les limites de l'existence humaine. » « Au prix de combien de vies ?» rétorqua Charles avec dégoût. « Vous avez trahi votre serment, Laurent. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Cela vous dit-il encore quelque chose ? Des sacrifices mineurs pour un bien supérieur, » balaya Laurent d'un geste impatient. L'histoire ne retiendra pas les scrupules des timorés, mais les avancées des audacieux. Pendant qu'il parlait, les deux hommes fouillaient méthodiquement la cabane, renversant les meubles, sondant les murs. L'un d'eux s'approcha dangereusement de l'endroit où se trouvait la trappe, masquée par la table que la sœur Augustine avait subtilement déplacée. Charles, pour détourner l'attention, sortit lentement le médaillon de sa poche. « Cherchez-vous ceci, peut-être ?» Le regard de Laurent s'enflamma à la vue de l'objet. « Donnez-le-moi, Dumont, immédiatement, pour que vous puissiez achever votre œuvre meurtrière. » « Je ne crois pas. » Charles recula vers la porte, tenant le médaillon bien en évidence. « Si vous le voulez, venez le chercher. » C'était un pari risqué, mais Charles comptait sur l'obsession de Laurent pour le médaillon. Si le médecin le suivait à l'extérieur, cela donnerait à Marisol une chance de s'échapper quand les recherches se seraient éloignées. « Saisissez-le !» ordonna Laurent à ses hommes, mais Charles fut plus rapide. Il bondit hors de la cabane et s'élança dans la forêt enneigée, comptant sur sa connaissance du terrain acquise pendant leur fuite pour distancer ses poursuivants. La neige, qui tombait maintenant en épais flocons, entravait sa progression, mais brouillait aussi ses traces. Il entendait derrière lui les jurons étouffés des hommes de Laurent qui trébuchèrent dans l'obscurité. Après quelques minutes de course, Charles s'arrêta derrière un large tronc, haletant.
Son plan avait fonctionné à moitié. 2 des hommes l'avaient suivi, mais Laurent était probablement resté dans la cabane avec la sœur Augustine. Un coup de feu déchira le silence de la forêt, suivi d'un cri féminin qui glaça le sang de Charles. Sans réfléchir, il fit demi-tour, courant vers la cabane avec l'énergie du désespoir. En approchant, il vit que la porte était grande ouverte, une lumière vacillante éclairant l'intérieur. Il s'avança prudemment, prêt à affronter le pire. La scène qui l'accueillit le figea d'horreur. La sœur Augustine gisait sur le sol, une tache sombre s'élargissant sur sa robe au niveau de l'abdomen. Laurent, penché au-dessus de la trappe ouverte, en extirpait brutalement Marisol. « Lâchez-la !» rugit Charles en se précipitant vers eux. Laurent se retourna, surpris, puis sourit avec une froideur calculatrice. Juste à temps pour les adieux, Dumont. Il pressa le canon de son pistolet contre la tempe de Marisol. Le médaillon maintenant, où elle rejoint la bonne sœur. Charles s'immobilisa, déchiré. Le médaillon semblait soudain dérisoire comparé aux vies en jeu, mais le céder à Laurent signifiait peut-être condamner d'autres innocents à l'avenir. Le médaillon contre sa vie, répéta Laurent, et celle de la religieuse, si nous nous hâtons. Sa blessure n'est peut-être pas fatale, encore. Le regard de Marisol croisa celui de Charles. Malgré la terreur, il y avait dans ses yeux une résolution farouche. D'un mouvement presque imperceptible, elle secoua la tête, lui intimant de ne pas céder. « Le journal », articula-t-elle silencieusement. Charles comprit alors, elle avait réussi à cacher le journal, même après la découverte de la trappe. Sans lui, le médaillon perdait une grande partie de sa valeur. « D'accord », dit-il finalement, tendant lentement l'objet vers Laurent. « Prenez-le, mais soignez d'abord la sœur Augustine. » Laurent hésita, méfiant devant cette capitulation trop facile. « Le journal aussi, je sais que la fille, là, il n'est plus ici, » mentit Charles avec aplomb. « Je l'ai envoyé à Grenoble avec le garçon. À l'heure qu'il est, il doit être entre les mains des autorités. » Un éclair de rage traversa le visage de Laurent. « Vous bluffez, vraiment? Pourquoi aurais-je gardé les 2 objets ensemble? Le médaillon n'était qu'un appât, Laurent. Pendant que vous me poursuiviez, le véritable trésor s'éloignait. » Le doute s'insinua visiblement dans l'esprit du médecin. Son pistolet s'abaissa légèrement, relâchant la pression sur la tempe de Marisol. Ce bref instant d'hésitation fut tout ce dont Charles avait besoin. D'un bond, il se jeta sur Laurent, détournant l'arme juste au moment où elle se déchargeait. La balle se perdit dans le plafond de la cabane, faisant pleuvoir des éclats de bois pourri. Les 2 hommes roulèrent au sol, luttant pour la possession du pistolet. Laurent, malgré son âge plus avancé, possédait une force surprenante alimentée par la folie de son obsession. Marisol, libérée de l'emprise de son ravisseur, se précipita vers la sœur Augustine pour évaluer sa blessure. « Tenez bon, ma sœur », murmura-t-elle en pressant un linge sur la plaie pour arrêter l'hémorragie. « De l'aide va arriver. » La religieuse ouvrit faiblement les yeux. « Le garçon, a-t-il réussi à s'échapper ?»« Je l'espère », répondit Marisol, jetant un regard anxieux vers la porte, guettant le retour des hommes de main ou, plus improbablement, des secours. Pendant ce temps, le combat entre Charles et Laurent s'intensifiait. Le pistolet avait glissé hors de portée, mais Laurent avait sorti un scalpel de sa poche et tentait maintenant de frapper Charles avec cette arme improvisée mais mortelle. « Vous ne comprendrez jamais », siffla Laurent entre 2 assauts. « L'immortalité est à portée de main, des générations de recherche, enfin sur le point d'aboutir. Au prix de l'empoisonnement d'une innocente, » répliqua Charles, en esquivant la lame qui frôla dangereusement sa joue. « Vous n'êtes pas un médecin, Laurent, mais un bourreau. » Un bruit sourd à l'extérieur les interrompit brièvement. Des voix s'élevaient dans la nuit, se rapprochant rapidement de la cabane. Laurent, distrait, relâcha son attention une fraction de seconde. Charles en profita pour lui saisir le poignet et retourner le scalpel contre son propriétaire. La lame s'enfonça dans l'épaule de Laurent, lui arrachant un hurlement de douleur et de rage. « C'est terminé !» haleta Charles, en se relevant péniblement. « Les secours arrivent. Vos crimes seront exposés au grand jour. » Laurent, blessé mais toujours dangereux, ricana sombrement. « Vous croyez ? La confrérie a des membres partout, Dumont. Médecins, juges, préfets. Qui croira vos accusations ?» Comme pour confirmer ses paroles, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer plusieurs hommes.
Charles s'attendait à voir les autorités locales, mais son espoir se changea en glace lorsqu'il reconnut parmi eux le visage austère du docteur Mérieux. « Eh bien, » commenta ce dernier en époussetant la neige de son manteau, « quelle scène déplorable! Cabane forestière entre Lyon et Grenoble, nuit du 21 au 22 novembre 1847. Mérieux, articula Charles, la gorge serrée par un mélange de rage et de désespoir. Comment nous avez-vous retrouvés si vite? Le directeur de l'hôpital Saint-Gabriel s'avança dans la cabane, suivi par 3 hommes à l'allure patibulaire. Son regard froid balaya la scène. Laurent blessé, la sœur Augustine gisant dans son sang, Marisol pétrifiée près de la trappe ouverte. « Le télégraphe est une invention merveilleuse, Dumont, » répondit-il avec un sourire glacial. « Et j'ai des contacts tout le long de la route de Lyon à la frontière italienne. Votre fuite était prévisible. » Laurent se releva péniblement, pressant sa main contre son épaule, ensanglanté. « Ils ont le médaillon, » informa-t-il Mérieux. « Mais le journal aurait été envoyé à Grenoble. »« Vraiment ?» Mérieux arqua un sourcil sceptique. « Voyons cela. » D'un geste, il ordonna à ses hommes de fouiller la cabane. L'un d'eux s'approcha de Marisol, qui recula instinctivement contre le mur. « Ne la touchez pas, » intervint Charles en s'interposant. « Elle a déjà suffisamment souffert de vos expériences. »« Expériences qui pourraient transformer la médecine » rétorqua Mérieux. « Imaginez un monde où la maladie et la vieillesse seraient vaincues. » Dumont. « N'est-ce pas le rêve de tout médecin ? Pas au prix de vies innocentes, » répliqua Charles avec véhémence, et certainement pas pour le bénéfice exclusif d'une élite autoproclamée. Un des hommes s'agenouilla près de la sœur Augustine, examinant sa blessure. « Elle vit encore, » annonça-t-il, « mais pas pour longtemps sans soin. »« Une regrettable victime collatérale, » commenta froidement Mérieux. « Vous voyez ce que votre obstination a causé, Dumont ? Si vous aviez simplement respecté la hiérarchie de l'hôpital et laissé Laurent empoisonner mademoiselle Beaumont jusqu'à la mort, coupa Charles, incapable de contenir son indignation. Vous invoquez la médecine, mais vous trahissez son essence même. Pendant qu'il parlait, les recherches se poursuivaient. Le médaillon avait été récupéré, mais le journal restait introuvable. Marisol observait avec une angoisse croissante les hommes retourner chaque recoin de la cabane. « Cherchez sous le plancher, dans les murs s'il le faut », ordonna Mérieux, visiblement contrarié. Charles échangea un regard furtif avec Marisol. Où avait-elle pu cacher le journal? Et pour combien de temps encore leur subterfuge tiendrait-il? Soudain, des bruits de chevaux et de voix se firent entendre à l'extérieur. Mérieux fronça les sourcils, faisant signe à ses hommes de se tenir prêts. La porte s'ouvrit à nouveau, livrant passage à une demi-douzaine d'hommes en uniforme, menés par un personnage imposant dont le manteau couvert de neige portait les insignes d'un juge. « Que signifie cette intrusion ?» demanda sèchement Mérieux. « Juge Alphonse Montrachet, » se présenta le nouveau venu, « et vous êtes en état d'arrestation, messieurs. » Un éclair de reconnaissance traversa l'esprit de Charles. Montrachet, le nom du rival historique de Clément, celui qui l'avait dénoncé en 1692. « Sur quelles accusations, si je puis me permettre ?» interrogea Mérieux avec une assurance feinte. « Tentative de meurtre, expérimentation illégale sur une patiente, abus de pouvoir », énuméra le juge. « Pour commencer, Laurent Blême s'avança malgré sa blessure. « C'est absurde. Sur quelle preuve? Celle-ci peut-être », répondit une voix familière. François se faufila entre les gendarmes, accompagné d'un homme âgé que Charles reconnut immédiatement comme Maurice Devreux, le conservateur de la bibliothèque. « Le garçon est arrivé à Visil juste à temps pour intercepter mon télégramme au juge Montrachet, » expliqua Devreux. « J'avais des soupçons depuis votre visite, docteur. Dumont, mais j'attendais des preuves concrètes. »« Quelles preuves ?» insista Laurent, de plus en plus agité. Pour toute réponse, Devreux sortit de sa sacoche plusieurs documents jaunis. Les archives de la confrérie de l'Aube éternelle, soigneusement conservées dans une section, non répertoriée de la bibliothèque. J'en suis le gardien depuis 30 ans, chargé de les protéger ou de les révéler si la confrérie déviait de ses principes originels. Mérieux pâlit visiblement. « Vous êtes le conservateur ?» « Oui », confirma Devreux. Un titre qui remonte à la fondation de la confrérie, bien avant que vous n'en preniez la tête, Mérieux.
Mon devoir a toujours été de préserver les connaissances de Clément, mais aussi d'empêcher leur utilisation néfaste. Le juge Montrachet s'avança, examinant rapidement les documents. Ces papiers confirment l'existence d'une société secrète impliquée dans des expérimentations illégales sur des patients sans leur consentement depuis des décennies. Ce sont des recherches médicales légitimes, protesta Laurent. L'avenir de l'humanité est en jeu. L'avenir de quelques privilégiés, vous voulez dire, corrigea sévèrement le juge. Mon ancêtre Philippe Montrachet a dénoncé Clément pour les mêmes raisons qui me poussent à vous arrêter aujourd'hui. L'hubris médicale et le mépris de la vie humaine. Charles, stupéfait par ce retournement inattendu, s'approcha de la sœur Augustine. Son état s'était stabilisé, mais elle nécessitait des soins urgents. Un médecin, appela-t-il. La sœur a besoin d'assistance immédiate. Je suis médecin, annonça l'un des hommes accompagnant le juge. Laissez-moi voir. Pendant que les soins étaient prodigués à la religieuse, les gendarmes procédaient à l'arrestation de Mérieux, Laurent et leurs complices. Charles, enfin libéré de la tension qui l'habitait depuis des jours, s'approcha de Marisol. « C'est terminé !» murmura-t-il en lui prenant doucement les mains. « Vous êtes sauve !» La jeune femme acquiesça, des larmes de soulagement brillant dans ses yeux épuisés. « Pas tout à fait terminé !» chuchota-t-elle. « Le journal !» Elle se pencha vers lui, murmurant à son oreille « Je l'ai glissé sous la robe de la sœur Augustine quand Laurent m'a découverte. Il est caché dans les plis de ses jupons. » Charles sourit, admiratif devant son ingéniosité, une cachette que des hommes n'auraient jamais osé explorer. Le juge Montrachet s'approcha d'eux, son expression sévère, adoucie par une lueur de compassion. « Docteur Dumont, mademoiselle Beaumont, je vous dois des explications, me semble-t-il. » Il les invita à s'asseoir près du feu que les gendarmes venaient de raviver. « Ma famille a surveillé les activités de la confrérie depuis sa fondation, commença-t-il. Philippe Montrachet, mon ancêtre, était un ami de Clément avant que leurs chemins ne divergent sur des questions d'éthique. Clément avait effectivement découvert un procédé permettant de prolonger considérablement la vie humaine, au prix d'effets secondaires désastreux qu'il n'avait pas anticipés. Quels effets ? Demanda Charles, fasciné malgré lui. La détérioration de l'esprit principalement. Les sujets des premières expériences vivaient plus longtemps, mais perdaient progressivement leur humanité, devenant autre chose. Clément, horrifié, décida de coder ses découvertes et de disperser les clés, les médaillons, pour éviter que l'élixir ne soit recréé sans précaution. Mais certains de ses disciples n'acceptèrent pas cette décision, compléta Devreux. Ils formèrent la confrérie pour poursuivre les recherches, persuadés qu'ils pourraient éliminer les effets néfastes. Génération après génération, poursuivit le juge, ils ont cherché les médaillons, recrutant les meilleurs médecins, s'infiltrant dans les institutions hospitalières pour faciliter leurs expérimentations. Marisol frissonna. J'ai été leur dernière victime, mais combien d'autres avant moi? Des dizaines, peut-être des centaines au fil des décennies, répondit sombrement Devreux. La plupart diagnostiqués comme hystériques ou aliénés pour masquer les symptômes de l'empoisonnement expérimental. Charles serra les poings, révolté par l'ampleur de cette conspiration médicale. Et personne n'a jamais rien soupçonné? Quelques-uns, si, dit le juge. Mais la confrérie était puissante, capable d'étouffer les scandales ou d'éliminer les témoins gênants. C'est pourquoi j'ai agi avec tant de précaution lorsque M. Devereux m'a alerté. Le médecin qui soignait la sœur Augustine s'approcha. Son état est stabilisé. La balle a traversé l'abdomen sans toucher d'organes vitaux, mais elle a perdu beaucoup de sang. Il faut la transporter à Grenoble au plus vite. Des voitures nous attendent sur la route principale, informa le juge. Nous partirons dès que possible. Charles s'agenouilla près de la religieuse, ses paupières s'entr'ouvrirent faiblement. « Nous avons réussi, ma sœur, » murmura-t-il, en serrant doucement sa main. « Grâce à votre courage, Dieu soit loué, » souffla-t-elle, avant de refermer les yeux. Pendant les préparatifs du départ, Charles s'approcha discrètement de Devreux. « Le journal et le médaillon, que deviendront-ils » Le vieil homme sourit mystérieusement. Ils retourneront là où ils doivent être, cachés, mais pas détruits. La connaissance ne doit jamais être anéantie, docteur Dumont,
seulement protégée jusqu'à ce que l'humanité soit prête à l'utiliser avec sagesse. Et quand le sera-t-elle? Et s'interrogea Charles. Qui sait, dans 10 ans, un siècle ou jamais, l'immortalité est peut-être un rêve que nous ne sommes pas destinés à réaliser. Le convoi quitta la cabane forestière aux premières lueurs de l'aube. Les prisonniers, Laurent et Mérieux en tête, furent placés dans une voiture séparée, escortés par 4 gendarmes armés. Charles, Marisol et la sœur Augustine prirent place dans une berline plus confortable, accompagnés par François qui avait insisté pour rester avec eux jusqu'à Grenoble. « Que deviendront-ils » demanda Marisol en regardant par la fenêtre la voiture des prisonniers qui les précédait sur la route enneigée. « Justice sera rendue », répondit le juge Montrachet qui avait choisi de voyager avec eux. Mais discrètement, un procès public révélerait l'existence de la confrérie et pourrait inspirer d'autres chercheurs d'immortalité. « Alors ils échapperont à l'infamie publique » s'indigna Charles. « Non », assura le juge. « Ils seront jugés par un tribunal spécial, puis internés dans un asile isolé, où ils ne pourront plus nuire. Leurs noms seront discrédités dans la communauté médicale. » Charles n'était pas entièrement satisfait de cette solution, mais il comprenait la nécessité de la discrétion. Certaines vérités étaient trop dangereuses pour être largement diffusées. « Et nous ?» interrogea Marisol. « Que deviendrons-nous » Le juge la considéra avec bienveillance. « Vous êtes libre, mademoiselle Beaumont, libre de retourner à votre vie d'avant, si vous le souhaitez. Quant au docteur Dumont, ma carrière à Lyon est terminée, compléta Charles sans amertume. Je ne pourrai jamais y retourner après avoir défié l'institution. Paris pourrait vous accueillir, suggéra le juge. J'ai des contacts à la faculté de médecine qui apprécieraient un praticien de votre intégrité. Ou peut-être préféreriez-vous Grenoble? Notre hôpital manque de médecins compétents. Charles regarda Marisol, surpris de constater combien l'idée de s'éloigner d'elle lui était devenue insupportable en si peu de temps. Ces jours de danger partagés avaient créé entre eux un lien que les conventions sociales n'auraient jamais permis dans des circonstances ordinaires. « J'aimerais réfléchir à ces propositions, » répondit-il finalement. « Pour l'instant, ma priorité est de m'assurer que mademoiselle Beaumont se rétablisse complètement des effets du poison. » Marisol lui adressa un sourire timide, teinté d'une gratitude qui allait au-delà des mots. La berline poursuivit sa route vers Grenoble, traversant des paysages de plus en plus lumineux à mesure que le soleil s'élevait. La neige étincelait, immaculée, effaçant symboliquement les traces sombres des événements passés. Dans ce moment de calme après la tempête, Charles réalisait que cette affaire avait à jamais changé sa vision de la médecine. L'institution qu'il avait servie avec dévotion s'était révélée capable des pires corruptions au nom du progrès. Mais il avait aussi découvert que la véritable essence de sa vocation résidait dans la protection des patients, parfois même contre ses propres confrères. Le médaillon, discrètement récupéré par Devreux avant leur départ, reposait désormais avec le journal dans la sacoche du conservateur. Ces objets qui avaient causé tant de souffrance retourneraient bientôt dans l'ombre des archives secrètes, attendant peut-être une époque où l'humanité saurait utiliser leur savoir sans succomber à la tentation de l'immortalité à tout prix. « Docteur Dumont, » murmura Marisol, interrompant ses réflexions. « Pensez-vous que l'élixir aurait réellement fonctionné ?» Charles médita sa réponse. « Peut-être, mais à quel prix ? L'immortalité sans humanité ne serait qu'une malédiction déguisée en bénédiction. Comme toute connaissance acquise sans sagesse, approuva doucement la jeune femme. La sœur Augustine, qui semblait dormir, ouvrit légèrement les yeux. La véritable immortalité, souffla-t-elle, n'est pas dans la prolongation infinie de la vie, mais dans ce que nous laissons derrière nous, les vies que nous avons touchées, les vérités que nous avons défendues. Sur ces paroles, empreintes d'une sagesse simple mais profonde, le silence s'installa dans la berline, chacun méditant sur les leçons de cette sombre affaire qui, tel un miroir tendu à la conscience médicale, révélait les dangers de l'orgueil scientifique déconnecté de l'éthique humaniste. Chapitre 8. Épilogue. Les cicatrices invisibles. Grenoble, 15 avril 1848, 5 mois plus tard. Le printemps s'était installé sur Grenoble, habillant les montagnes environnantes d'un vert tendre
qui contrastait avec la blancheur persistante des sommets alpins. Dans le petit jardin de l'hôpital municipal, Charles Dumont observait ses patients profiter des premiers rayons vraiment chaleureux de l'année. 5 mois s'étaient écoulés depuis l'affaire que l'on nommait désormais à mots couverts l'incident Saint-Gabriel. Conformément aux prédictions du juge Montrachet, l'affaire avait été étouffée dans ses aspects les plus controversés. Le public n'avait entendu parler que d'une grave négligence médicale, ayant conduit à la démission forcée du docteur Laurent et du directeur Mérieux. La confrérie de l'Aube éternelle, son existence même, restait un secret connu de quelques initiés seulement. Docteur Dumont, une voix douce interrompit ses réflexions. Votre consultation de 10 heures vous attend. Charles se tourna vers Marisol qui se tenait à quelques pas, un carnet de rendez-vous à la main. Sa silhouette s'était remplie depuis sa convalescence et ses joues avaient retrouvé leur teinte rosée naturelle. Seul un observateur attentif aurait pu remarquer la légère rigidité de sa démarche, séquelle persistante de l'empoisonnement. « Merci, mademoiselle Beaumont », répondit-il avec un sourire. « J'arrive dans un instant. » Leur relation professionnelle avait surpris plus d'un notable de Grenoble. Qu'une jeune femme de bonne famille devienne l'assistante d'un médecin était inhabituel, mais le patronage du juge Montrachet avait fait taire les critiques les plus virulentes. La vérité que seuls leurs proches connaissaient était que Marisol trouvait dans ce travail une forme de rédemption, transformer son expérience traumatisante en aide pour d'autres patients. Charles termina sa promenade et regagna son cabinet, installé dans une aile rénovée de l'hôpital. Sa réputation de médecin compétent et profondément humain s'était rapidement établie à Grenoble, attirant une clientèle fidèle et le respect de ses confrères. « Qui dois-je recevoir ?» demanda-t-il en enfilant sa redingote. « Sœur Augustine », répondit Marisol avec un sourire complice. « Elle est revenue de son pèlerinage à Rome. » Le visage de Charles s'éclaira. La religieuse, après sa convalescence, avait quitté l'ordre des Sœurs de la Charité pour rejoindre une congrégation plus contemplative. Sa blessure l'avait profondément transformée, éveillant en elle une vocation mystique qu'elle avait choisi de suivre. « Faites-la entrer, je vous prie. » La sœur Augustine, désormais sœur Marie-Constance, entra dans le cabinet, son nouvel habit sombre, contrastant avec son visage serein illuminé par un sourire paisible. « Docteur Dumont, salua-t-elle en lui tendant la main, quel plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé, ma sœur. Votre voyage s'est bien déroulé ?» Admirablement. Les routes sont plus sûres que lors de notre dernière excursion commune. Cette allusion à leur fuite périlleuse de Lyon arracha un sourire à Charles. Il invita la religieuse à s'asseoir et examina rapidement la cicatrice sur son abdomen, vestige de la balle qui avait failli lui coûter la vie. « La guérison est parfaite, » constata-t-il. « Ressentez-vous encore des douleurs? Parfois, quand le temps change, » admit-elle. « Mais je les considère comme un rappel de la providence divine. Sans cette blessure, je n'aurais jamais trouvé ma véritable vocation. » Charles acquiesça, comprenant ce sentiment. Lui-même ne regrettait rien de ce qui s'était passé, malgré les dangers affrontés et la carrière lyonnaise abandonnée. Ces événements l'avaient conduit à une pratique médicale plus authentique, plus fidèle à ses valeurs profondes. « J'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser », annonça la religieuse en baissant la voix, « concernant nos anciens adversaires. » Charles se pencha en avant, intrigué. « Je vous écoute. » Laurent est mort il y a 2 semaines dans l'asile où il était détenu. Une fin troublante, selon mon informateur. Son corps présentait des signes de vieillissement accéléré, comme si les années le rattrapaient soudainement. Aurait-il... Charles laissa sa phrase en suspens, n'osant formuler sa pensée. Expérimenter l'élixir sur lui-même, c'est l'hypothèse la plus probable. Il aurait réussi à reconstituer partiellement la formule grâce à ses souvenirs du médaillon, mais sans le journal pour les proportions exactes. Les effets secondaires dont parlait Clément, murmura Charles. La détérioration rapide, après une période de régénération. La sœur acquiesça gravement. Quant à Mérieux, il a été transféré dans un monastère isolé des Alpes. Sa folie s'exprime désormais par des délires mystiques. Il prétend communiquer avec Clément et d'autres alchimistes décédés.
Un silence méditatif s'installa entre eux, chargé du poids de ces révélations. L'ubris médical avait conduit ces hommes à leur perte, victimes de la connaissance même qu'ils avaient été poursuivis avec tant d'acharnement. « Et le journal ?» demanda finalement Charles. « Le médaillon ?» « En sécurité, assura la religieuse. Monsieur Devreux a pris ses précautions. Les objets sont désormais séparés, conservés dans des lieux connus de lui seul. À sa mort, cette responsabilité passera à un nouveau gardien qui l'aura formé. Une chaîne de conservation qui dure depuis 1692, remarqua Charles, impressionné par cette continuité à travers les siècles. Certains savoirs doivent attendre que l'humanité soit prête, conclut simplement la sœur Marie-Constance. Leur conversation fut interrompue par un léger coup à la porte. Marisol passa la tête dans l'entrebâillement. « Pardonnez-moi, mais votre prochain patient est arrivé et il semble assez souffrant. »« J'arrive immédiatement, » répondit Charles en se levant. « Ma sœur, souhaitez-vous rester pour le déjeuner? Mademoiselle Beaumont et moi serions honorés de votre compagnie. » « Avec plaisir, » accepta la religieuse. « J'ai d'ailleurs une requête à vous soumettre. Le nouvel hôpital de notre congrégation à Turin manque cruellement de médecins compétents. » Charles sourit, comprenant l'invitation implicite. « Turin, c'est une proposition intéressante. Nous en discuterons au déjeuner. » Après le départ de la religieuse, Charles se prépara à recevoir son patient suivant. Avant d'ouvrir la porte, il échangea un regard avec Marisol, qui contenait à la fois une question et une promesse. Turin, un nouveau départ peut-être. Ensemble, la jeune femme lui adressa un sourire qui valait toutes les réponses. La journée s'écoula au rythme des consultations. Le soir venu, Charles et Marisol marchaient le long des rives de l'Isère, profitant de la douceur printanière. Leur relation, née dans les circonstances les plus extraordinaires, avait évolué vers une complicité profonde que ni l'un ni l'autre n'avait encore osé nommer. « Pensez-vous accepter la proposition de sœur Marie-Constance » demanda finalement Marisol, brisant un silence confortable. « Turin offre des possibilités intéressantes, » répondit prudemment Charles. « Une faculté de médecine réputée, un environnement nouveau. Mais je ne prendrai pas cette décision seul. » Il s'arrêta, se tournant vers elle. Dans la lumière dorée du couchant, son visage avait une beauté sereine qui le frappait toujours aussi intensément. « Ces derniers mois à vos côtés ont été les plus enrichissants de ma carrière, Marisol, » continua-t-il, osant pour la première fois l'appeler par son prénom en dehors des situations d'urgence. « Votre perspicacité, votre courage, votre compassion envers les patients, je ne m'imagine plus exercer sans votre présence. » Les joues de la jeune femme se teintèrent d'un rose délicat. « Vous me flattez, docteur. »« Charles, » corrigea-t-il doucement, « et je ne fais qu'énoncer une vérité. » Un moment de silence, chargé d'émotion, s'installa entre eux, seulement troublé par le murmure de la rivière et le chant des oiseaux regagnant leur nid. « L'expérience que nous avons traversée, » reprit finalement Marisol, « m'a appris la fragilité de l'existence. Chaque jour est précieux, chaque choix important. »« Et quel choix feriez-vous concernant Turin ?» demanda-t-il, le cœur battant. Elle le regarda droit dans les yeux avec cette détermination qu'il avait appris à admirer. « Je vous suivrai, Charles, à Turin ou ailleurs, non pas comme simple assistante, mais comme... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Comme partenaire, compléta-t-il. » Dans tous les sens du terme, le sourire qui illumina le visage de Marisol valait toutes les réponses. Dans un geste d'une audace inhabituelle pour l'époque, elle prit sa main et la serra doucement. « L'immortalité que cherchait la confrérie était une illusion, » murmura-t-elle. « Mais peut-être existe-t-il d'autres formes d'éternité. Dans les vies que nous touchons, dans les connaissances que nous transmettons, dans l'amour que nous partageons, » ajouta Charles à voix basse. Leur promenade les conduisit jusqu'à un petit pont surplombant l'Isère. Au loin, les Alpes se découpaient sur un ciel embrasé par le crépuscule. Symbole d'une frontière à franchir, d'un avenir à construire. Quelques semaines plus tard, une modeste cérémonie unissait Charles Dumont et Marisol Beaumont dans la chapelle du nouvel hôpital de Turin. La sœur Marie-Constance était présente, ainsi que Maurice Devreux, venu spécialement de Lyon malgré son âge avancé. Le juge Montrachet avait envoyé ses vœux, accompagné d'une nomination officielle pour Charles comme médecin consultant pour les tribunaux piémontais.
François, le jeune garçon qui les avait aidés dans leur fuite, assistait également à la cérémonie. Désormais apprenti chez un médecin de Grenoble, il avait trouvé sa vocation dans le sillage de cette aventure qui avait failli lui coûter la vie. Lors de la modeste réception qui suivit, Devereux prit Charles à part. « J'ai un présent pour vous », dit-il en lui tendant un petit paquet. Non pas un cadeau de mariage ordinaire, mais quelque chose que vous devriez conserver. Intrigué, Charles déballa l'objet. Un petit carnet relié de cuir neuf. « Ce n'est pas le journal de Clément », précisa le vieil homme, mais une copie que j'ai faite des passages les plus importants concernant les antidotes et remèdes qu'il avait développés. La partie constructive de son savoir, dépouillée des recherches sur l'immortalité. « Pourquoi me le confier ?» demanda Charles, surpris par ce geste. Devereux sourit avec une sagesse tranquille. « Parce que vous avez prouvé que vous possédiez ce que Laurent et Mérieux n'avaient pas, le discernement éthique. La connaissance sans sagesse est dangereuse, mais l'ignorance imposée n'est pas la solution. Quelqu'un doit préserver ce savoir et décider quand l'humanité sera prête à en bénéficier. Vous me faites un grand honneur, » murmura Charles, mesurant la responsabilité qui lui était confiée. « Un honneur et un fardeau, » corrigea Devereux, « mais que vous ne porterez pas seul. » Son regard se posa sur Marisol, qui conversait avec la sœur Marie-Constance. « Votre épouse a un esprit remarquable et une force morale exceptionnelle. Ensemble, vous saurez quelles connaissances méritent d'être partagées et lesquelles doivent encore attendre. » Cette conversation marqua le début d'une nouvelle mission pour Charles et Marisol Dumont. Parallèlement à leur pratique médicale, qui gagna rapidement en renommée à Turin, ils entreprirent d'étudier discrètement les remèdes oubliés de Clément, séparant méticuleusement le savoir bénéfique des recherches dangereuses sur l'immortalité. Plusieurs de leurs découvertes, présentées comme le fruit de leurs propres recherches, sauvèrent de nombreuses vies dans les années qui suivirent. Jamais ils ne révélèrent la véritable source de ces connaissances, portant ce secret comme un héritage précieux et ambigu. Le médaillon original et le journal complet restèrent cachés, attendant une époque où l'humanité saurait peut-être utiliser leur savoir sans succomber à la tentation de l'immortalité personnelle au détriment du bien commun. Quant à la confrérie de l'Aube éternelle, privée de ses dirigeants et exposée aux autorités, elle se désagrégea progressivement. Certains membres poursuivirent leurs recherches individuellement, mais sans la cohésion et les ressources qui avaient fait leur force pendant plus d'un siècle et demi. L'affaire du cas Marisol Beaumont resta dans les mémoires de quelques initiés comme l'exemple parfait de ce qui arrive lorsque l'ambition médicale s'affranchit de l'éthique humaniste. Une histoire si terrifiante que même les médecins préférèrent l'oublier, ou feindre de l'avoir oubliée.